Les cours de Jean-Phi. Nous allons parler des fonctions génératrices d'une variable discrète à valeur dans n. Donc il faut que la variable soit discrète, c'est-à-dire qu'elle prenne un nombre dénombrable, donc fini ou infini dénombrable de valeurs, et que ces valeurs soient dans n. On pose 0 puissance 0 égale 1. Et donc puisqu'elle est discrète, sa loi de probabilité est de cette forme. Alors, elle ne prend peut-être pas toutes les valeurs entières. Par exemple, il est possible qu'elle ne prenne pas, mettons, la valeur n. Eh bien, c'est pas grave, on va poser Pn égale 0, ce qui n'est pas stupide, puisque P de x égale n est égal à 0. Donc, comme ça, je peux écrire somme de 0 à plus l'infini des pk delta k, où pk est égal à p de x égale k. Bon, je sais que la somme de 0 à plus l'infini des pk est égale à 1. La fonction génératrice, je l'appelle g grand x, donc c'est la fonction génératrice de la variable grand x. Alors grand x est défini sur l'espace probabilisé oméga vp. Et donc elle est définie sur moins 1 par gx de t égale P0 plus P1t plus P2t carré, etc. Ce qui fait la somme des pk t puissance k. On reconnaît là évidemment une série entière qui va être convergente parce que qui va avoir un rayon de convergence supérieur ou égal à 1 parce que pour t inférieur ou égal à 1 en valeur absolue, eh bien on a valeur absolue de pk t puissance k qui est inférieure ou égale à pk, un nombre positif, et on sait que somme de 0 à plus l'infini des pk est égale à 1. Donc cette série est normalement donc uniformément convergente sur moins 1, donc continue sur ce segment moins 1, et c'est infini sur moins 1. Voilà, son rayon est supérieur ou égal à 1. Pour t compris entre moins 1 et 1, on considère la fonction phi t de r vers r, définie par x donne 0 si x n'appartient pas à n, et t puissance x si x appartient à n, en posant 0 puissance 0 est égal à 1 dans le cas où t serait égal à 0. Dans le cas où t serait égal à 0, en réalité, on aurait 0 puissance 0 est égal à 1, mais 0 puissance x égale 0, quel que soit x appartenant à n. Donc c'est une fonction qui est nulle presque partout, donc mesurable, et je peux m'intéresser à phi t de grand x c'est la variable aléatoire, égale t puissance x, je vais la noter comme ça, et je peux dire que c'est une variable sur oméga, et on sait que phi t de x appartient à L1 de oméga bp si et seulement si phi appartient à L1 de r br px, ce qui équivaut à dire que somme de 0 à plus l'infini des pk phi t à la puissance k, parce que c'est phi t ici, c'est pas phi, est inférieur à plus l'infini, phi t à la puissance k, c'est quoi? Eh bien, c'est t à la puissance k. Donc, ça équivaut à dire que ça, eh bien, ça, cette somme inférieure à plus l'infini, c'est vrai, puisqu'on l'a vu avant, car t appartient à moins 1. Voilà. On a donc espérance de t à la puissance x, qui est égale à somme de 0 à plus l'infini des pk phi t de k, et donc ça fait somme de 0 à plus l'infini de pk t puissance k, et donc j'obtiens ce résultat que la fonction génératrice de x en t est toujours égale à e, à l'espérance de la variable aléatoire t à la puissance x. Voilà. Si x, y maintenant sont des variables aléatoires réelles, discrètes à valeur dans n, eh bien px égale py implique que gx est égal à gdy. Bon, ça c'est évident, puisque px de n sera égal à py de n, quel que soit n appartenant à n. Donc l'expression de gx, qui est déterminée par les pk, eh bien, va être la même que celle de gy. On pouvait dire aussi que, puisque px, non, on va dire comme ça plutôt, soit x maintenant une variable à valeur dans n, alors je garde les notations bien sûr,
P de x égale k va être égal à gxk en 0 divisé par factoriel k, quel que soit k appartenant à n. Et donc g de x détermine px. Alors en effet, j'ai une série entière là. J'ai une série entière. Et donc dans cette série entière, je sais que, je la cherche, je sais que le terme en t puissance k, c'est, parce que j'ai dit qu'elle était dérivable sur moins 1, 1, donc en 0 notamment, et ce terme c'est f km de x, alors ici gx km de 0, pardon, divisé par factoriel k. C'est un résultat des... Donc je vois bien que si je connais gx, eh bien je détermine p. Donc gx détermine p. Et puis tout à l'heure j'avais dit p détermine gx. Voilà. Donc en fait, comme gx détermine p, si gx est égal à g de y, forcément, gy de km en 0 sur factoriel k va être égal à gx km en 0 sur factoriel k. Eh bien, j'ai donc gx égale gy implique px égale py, mais comme j'avais dans l'autre sens, j'ai cette équivalence. En fait, la loi gx détermine px et px détermine gx. D'accord? X, variable aléatoire réelle à valeur dans n, et je suppose là que p de x égale 0 est différent de 1. Alors, si p de x égale 0 différent de... Parce que si p de x égale 0 était égal à 1, ça voudrait dire que tous les pk qu'il y a derrière seraient égaux à 0 vu que la somme des pk est égale à 1. Donc je me place dans ce cas-là. Gx est alors convexe strictement croissante sur 0, 1. Gx de 0 est supérieur ou égal à 0. Gx de 1 est égal à 1. Alors Gx de 0, ça c'est facile parce que c'est P0. D'accord? Donc P0 qui est forcément supérieur ou égal à 0. Quant à Gx de 1, c'est la somme des pk, ça fait toujours 1. Bon, alors maintenant si je prends les pk t à la puissance k, c'est-à-dire le terme général qu'il y a là-dedans, ils sont pas tous nuls. Ils ne peuvent pas être tous nuls pour k supérieur à 0. C'est-à-dire à partir de 1. Ils ne peuvent pas être tous nuls parce que P0 n'est pas égal à 1. D'accord? Et comme la somme des pk doit être égale à 1, ça veut dire qu'à partir de n, pour n supérieur ou égal à 1, il y en a un qui n'est pas nul. Donc il existe un Pn, n supérieur à 0, qui est différent de 0. Bon, alors maintenant, si je considère tous ces pk à la t à la puissance k. Bon, il y a ceux qui sont nuls, bon, qui ne servent à rien, puis il y a ceux qui sont supérieurs à 0. Bon, ça, c'est une fonction qui est strictement croissante. D'accord? Donc, en fait, comme on est sûr qu'il y en a au moins un qui est comme ça, et que tous ceux qui sont comme ça sont strictement croissants, Gx va être strictement croissante. Voilà. Alors, G'(x), c'est la dérivée des séries entières, c'est somme de 1 à plus l'infini de j, pj, t à la puissance j-1. Alors, pour les mêmes raisons que précédemment, en fait, oui, ça va être quelque chose qui va être supérieur à 0, parce que je sais trouver un n supérieur à... Ils sont tous supérieurs ou égaux à 0, et je sais trouver un n tel que Pn est supérieur à 0. Donc ça fera n Pn à n à partir de 1. Donc n Pn, et t à la puissance n-1, ça sera supérieur à 0. Effectivement, pour t, alors ça sera supérieur ou égal à 0, mais ça sera supérieur à 0 pour t différent de 0, pour t supérieur à 0, d'accord? Donc G'(x) va être strictement croissante sur l'intervalle 0,1, c'est pas le fait du 0 qui change quelque chose, et ça veut dire que Gx va être convexe sur ce segment 0,1. Voilà, et on a tout des... Rappel. Alors on considère la série entière réelle somme des AN xn, où les AN sont supérieurs ou égaux à 0. On suppose qu'elle a un rayon de convergence compris entre 0 et plus l'infini. Alors, si j'appelle f sa somme, la somme a une limite à gauche réelle en x égale r, si et seulement si somme des AN r puissance n est convergente. On a alors la limite à gauche qui est égale à ça, qu'on peut évidemment appeler f de r, puisque c'est obtenu en remplaçant x par r là-dedans. Donc,
démonstration. Alors, dans ce sens-là, si somme des AN R puissance n est convergente, ça veut dire que f de R existe. À ce moment-là, valeur absolue de AN xn, qui est égale à AN x puissance n, non, qui est inférieur ou égal à AN R puissance n, et la série somme des AN R puissance n est convergente. Donc ça veut dire que cette série-là va converger normalement sur moins R, donc uniformément, et donc que la fonction est continue, et donc que la limite à gauche est égale à f de R, est égale à la somme des AN R puissance n, et c'est terminé. Dans l'autre sens, si je suppose que la limite à gauche existe, et je l'appelle grand L, Sn de x est somme partielle, elles sont évidemment croissantes parce que pour x entre 0 et R, AK et x sont positifs. Sn de x est donc inférieur ou égal à f de x, quel que soit x appartenant à 0 R, et f de x tend vers L quand x tend vers R-. Sn de x, lui, c'est une somme finie, donc quand x tend vers R, ça tend vers somme de 0 à n des AK R puissance K. Autrement dit, ça nous fait Sn de R, qui est donc inférieur ou égal à L, quel que soit n. Donc, la suite réelle, Sn de R, évidemment, elle est croissante, elle aussi, puisque les Sn de x sont croissants, majorée par L, donc convergente de limite L' inférieure ou égale à L. Donc, la limite L', c'est somme des AN R puissance n. Mais quel que soit x appartenant à 0 R, Sn de x est inférieur ou égal à Sn de R, parce que AK, x puissance k, pour x entre 0 et R, c'est inférieur ou égal à AK, R puissance k. Et donc, ça nous fait que quand on fait tendre n vers plus l'infini, ça tend vers f de x, ça tend vers somme des AN R puissance n, c'est-à-dire L'. Donc, j'obtiens que la limite à gauche, puisque j'ai dit que la limite existait à L', donc ça fait L' qui va être inférieur ou égal à L. Et donc comme L', non, ça fait L qui est inférieur, pardon, c'est la limite à gauche, ce truc-là. Là. Donc, parce que quand je fais tendre x vers R, j'obtiens la limite à gauche, donc j'obtiens L, qui est donc inférieur ou égal à L', et comme L' était inférieur ou égal, j'ai égalité, et c'est fini. Deuxième propriété, on va utiliser la première, x est une variable aléatoire discrète sur oméga pp. Elle admet à un moment d'ordre 1 si et seulement si la dérivée de la fonction caractéristique, la dérivée à gauche existe en 1, et alors l'espérance est égale à cette dérivée à gauche. Elle admet à un moment d'ordre 2 si et seulement si Gx admet une dérivée première à gauche en 1, une dérivée seconde à gauche en 1. Et à ce moment-là, E de x(x-1) est égal à ça, et V de x est égal à ça. Démonstration. Alors, je rappelle que Gx est définie sur moins 1, 1. C'est une série entière, elle est continue, et qu'elle est C infinie à l'intérieur du disque, donc moins 1, 1, et donc elle est C infinie sur moins 1, 1 ouvert. Par contre, on ne sait pas ce qui se passe en 1. Donc, G'x de t, c'est égal à ça. Je dérive Gx sur moins 1 ouvert. Si le rayon Gx est supérieur à 1, alors, évidemment, G'x en 1 existe, et G'x en 1, je remplace t par 1, ça fait ça, et ça, c'est exactement E de x. Sinon, ça veut dire que le rayon, parce que le rayon était déjà supérieur ou égal à 1. Donc, ça veut dire que le rayon est égal à 1, et je vais appliquer ça. Soit f de x, soit f en fait cette fonction-là, la fonction g'x. Donc ça, d'accord, qui fait ça. Alors, la dérivée à gauche existe d'après ce qu'on a vu, si et seulement si, alors R vaut 1, si et seulement si, quand je remplace ici x par 1, ça converge, d'accord. Or, dire que ça converge, c'est exactement dire que ça converge, et puis là je vais reconnaître évidemment E de x. Et alors, ce qu'on dit le résultat précédent, la limite à gauche en 1 est égale à ça, et donc à E de x. Voilà. Seulement, f, c'est G'x. Donc, dire que la dérivée
gx à gauche, dire que la dérivée de gx à gauche en 1 existe, ça équivaut à dire que f a une limite à gauche en 1, donc ça équivaut à dire que e de x existe, et à ce moment-là, eh bien, comme on a vu que la dérivée à gauche de gx en 1, c'est ça, hein, et donc ça va être ça. Voilà, le deuxième équivalence à démontrer, eh bien, je remarque que si x appartient à L2, x appartient à L1, et donc G'x à gauche en 1 existe, et que inversement, si ça existe, eh bien je sais que x appartient à L1, et donc je peux supposer ici que e de x existe, c'est-à-dire que x appartient à L1. Donc, et démontrer ensuite juste l'histoire avec g seconde x à gauche. Alors, e de x existe, donc gx a une dérivée à gauche en 1, bah, cette dérivée, je vais la noter carrément, hein, je prolonge la dérivée qui existait sur moins 1 ouvert, et donc je la note g'x en 1, d'accord? Et elle vaut ça, et je sais qu'elle vaut ça. Maintenant, si je dérive à gauche cette dérivée première, j'obtiens la dérivée seconde. C'est la dérivée de la dérivée première de gx, d'accord? Et je dérive ma série entière sur moins 1 ouvert. Dire que x appartient à L2, ça équivaut à dire que, puisque je sais déjà que x appartient à L1, donc e de x existe, ça équivaut à dire que e de x2 existe, et puisque e de x existe, ça équivaut à dire que x-1 a une espérance. C'est-à-dire que e de phi de x existe, où phi de t est égal à t facteur de t-1. Fonction continue sur R, donc mesurable sur R, et donc phi de x est bien une variable aléatoire. D'accord? Bon, l'espérance de ça, c'est somme de k facteur de k-1 pk, convergent. Donc, dire que x appartient à L2, ça équivaut à dire que ça converge. D'accord? Donc, et ça, dire que ça converge, ça équivaut à dire que la dérivée à gauche de g'x en 1 existe. Donc, j'applique ce qu'on a démontré avant. Ça, on a alors, parce que ça, il faut bien l'appeler la dérivée seconde de x la dérivée seconde de g de x à gauche en 1, eh bien, ça va être égal à ça, d'après ce qu'on a démontré avant, c'est-à-dire à cette série-là, et donc, et c'est-à-dire à e de x facteur de x-1. Bon, bah, ça y est, c'est fini. V de x, c'est e de x2 moins e de x au carré. Le e de x2, je dis que c'est e de x facteur de x-1 plus x, et donc je vais avoir plus e de x moins e de x au carré. Et puis je remplace par les résultats que je viens de trouver avant, et c'est bon. Généralisation, eh bien on démontre par récurrence sur l'entier n que x a un moment d'ordre n, si et seulement si, gx a des dérivées d'ordre j à gauche en 1, quel que soit j allant de 1 à n. Et alors, si on considère la variable aléatoire y égale xx-1 jusqu'à x-n plus 1, eh bien e de y sera égal à la dérivée nième de gx à gauche en 1, puisqu'elle existe, et sera égal donc à somme des k factoriels sur k-n factoriel pk, parce que là je reconnais que c'est k, k-1 jusqu'à k-n plus 1. Si x et y sont deux variables aléatoires discrètes à valeur dans n sur oméga pp, on suppose qu'en plus qu'elles sont indépendantes, alors la fonction caractéristique de x plus y est égale à celle de x fois celle de y. Alors, ce qu'il faut bien comprendre déjà, c'est que si x et y prennent des valeurs dans n, ça veut dire que quel que soit oméga appartenant à l'univers, x oméga appartient à n, y oméga appartient à n, x plus y appartient aussi à n. Donc ça veut dire que x plus y est aussi une variable discrète. Donc on peut considérer sa fonction caractéristique. Alors je rappelle que on avait vu que g de x était égal à e à l'espérance de t puissance x. Il faut bien voir ce que c'est que t puissance x. Je rappelle qu'on avait considéré la fonction phi de t de r vers r
qui à x donne 0 si x n'appartient pas à n, et qui sinon donne t puissance x au besoin, enfin, en posant 0 puissance 0 égale 1. Donc une fonction nulle presque partout, donc mesurable. Donc ces trois fonctions, là, phi t de x, phi t de y, phi t de x plus y, sont des variables aléatoires. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que pour oméga appartenant à oméga, ça donc ça appartient à n, et phi t de x plus y en oméga, c'est donc t à la puissance x plus y en oméga, c'est-à-dire t à la puissance x de oméga plus y de oméga, donc ça fait ça, et donc ça fait bien phi t de x, phi t de y en oméga. Ce qui veut dire que phi t de x plus y est égal à phi t de x fois phi t de y. Bon, en même temps, x et y sont indépendants, donc phi t de x et phi t de y vont être indépendants, et donc l'espérance de phi t de y, qui est l'espérance du produit, va être le produit des deux espérances. Donc g de x plus y, qui est l'espérance de t à la puissance x plus y, c'est-à-dire phi t de x plus y, va être égal à espérance de t puissance x, c'est-à-dire phi t de x, fois espérance de t puissance y, c'est-à-dire phi t de y. Ce qui fait que g de x plus y, oui, c'est 2t, hein, g de x plus y de t, va être égal à g de x de t, g de y de t, quel que soit t, et donc g de x plus y égale g de x fois g de y. C'est un petit peu long. Hein. Évidemment, généralement, comme démonstration, on trouve brutalement g de x plus y est égal à espérance de t à la puissance x plus y égale espérance de t puissance x, t puissance y, égale espérance de t puissance x fois espérance de t puissance y, bon, en argumentant quand même sur le fait que x et y sont indépendantes. Autre démonstration, gx de t est égal à la somme de 0 à plus l'infini de p de x égale k t puissance k, idem pour gy de t, idem pour g de x plus y en t, mais il faut bien voir que p de x plus y est égal à n. Alors, l'événement x plus y égale à n, c'est la réunion disjointe des événements x égale k et y égale n moins k, intersection donc, pour k allant de 0 à n. D'accord? Et donc, p de x plus y égale n, c'est la somme des k égale 0 à n, des p de x égale k et y égale n moins k. Mais x et y sont indépendantes, donc ça fait somme des p de x égale k, p de y égale n moins k. Et donc g de x plus y de t est égal à ça. D'accord? Alors ici, on va reconnaître un produit de série entière absolument convergente. Et là, je rappelle quelque chose. Alors d'abord, ces séries-là, on l'avait vu, étaient absolument convergentes sur moins 1, 1, l'intervalle fermé moins 1, 1. Et puis, je rappelle que si on a deux séries qui sont absolument convergentes, et la série produit, c'est la série qui a comme terme général ça. Et à ce moment-là, on démontre que c'est une série absolument convergente et que somme des Wn est égale au produit des deux autres. Donc ici, ici ce qui joue le rôle de Un, c'est somme de k égale 0 de cette série, c'est somme de k égale 0 à plus l'infini des p de x égale k t puissance k. Et puis, ce qui joue le rôle des Vn, c'est somme de 0 à plus l'infini de p de y de p de y égale n-k, t à la puissance n-k. Donc, comme ces séries sont absolument convergentes, celle-ci, dont on reconnaît que c'est son terme général est de cette forme-là, et bien celle-ci
va être le produit des deux autres. D'accord? Donc g de x plus y de t est égal à gx de t fois gy de t. Parce que ici, on a exactement somme de n égale 0 à plus l'infini des Wn, d'accord? Wn étant égal à la somme de k égale 0 à n des uk, voilà uk, et ici voilà v n-k. D'accord? Voilà, et donc on trouve le résultat, quel que soit t, donc même résultat que tout à l'heure. Généralisation, en faisant une récurrence sur n, on obtient que si xk sont des variables aléatoires discrètes indépendantes à valeur dans n, eh bien leur somme, qui est aussi une variable aléatoire discrète à valeur dans n, et bien la fonction génératrice de la somme est égale au produit des fonctions génératrices de chacune. Exercice, peut-on piper 2D de façon que la somme soit, que j'appelle grand S, soit uniformément répartie entre 2 et 12. Alors, ce qui n'est pas le cas de 2D équilibré, parce que si on prend 2D équilibré, il faut toujours distinguer les 2D pour répondre à la question. Il y en a un qui, par exemple, est blanc et puis l'autre qui est vert. Bien, pour avoir une somme égale à 2, il faut que chacun tombe sur 1. Donc il y a une chance sur 36, puisqu'il y a 6 résultats possibles pour chaque t. Alors que pour que la somme fasse 3, c'est 1 plus 2 ou 2 plus 1. Donc il y a 2 sur 36 et on voit que c'est pas équiréparti. Voilà, donc ici on appelle S égale la somme du nombre donné par X donné par le premier dé, Y donné par le deuxième dé. Comme les G sont indépendants, sont supposés indépendants, GS va être égal à GX fois GY, parce qu'évidemment, X, Y et puis leur somme, ce sont des variables aléatoires, discrètes, alors là, elles sont même finies, à valeur dans n. D'accord? Alors Gx, c'est la somme de 1 à 6 des tk p de x égale k. Comme ça commence à k égale 1, eh bien, je peux mettre t en facteur. Il est facteur d'un polynôme P1 de t, d'accord? Où P1 de t est égal à P1 plus P2 de t, et ça se finit par P6 t à la puissance 5. Idem pour Gy, et Gs de t, lui, ça va être quoi? Ça va être la probabilité, la somme des probabilités des S égale k multipliée par t puissance k. Et k va de 2, parce que la somme peut faire 2, jusqu'à 12. Sauf que les P de S égale k, il faut qu'ils soient tous égaux à 1 onzième. Il y a de 2 jusqu'à 12, il y a 11 résultats possibles, et puis probabilité implique chacun 1 onzième. Donc ça fait qu'en fait, j'ai 1 onzième. Gs de t va être, donc ça commence à 2 onzièmes de t2 plus 3, non, 1 onzième de t2 plus 1 onzième de t3 jusqu'à 1 onzième de t12 et je factorise t2, ça fait t2 sur 11 facteur de ça, d'accord? Et il faut que ça fasse gx fois gy, donc j'avais ici t p1 de t fois t p2 de t, donc t2 p1 de t, p2 de t. Voilà. Donc p1 p2 doit être égal à ce polynôme-là, 1 plus t jusqu'à t puissance 10 sur 11. Alors, quand est-ce que ça fait 0? Alors, en multipliant par 1 moins t, je m'aperçois que ça donne 1 moins t puissance 11 égale 0. Et donc, ça fait la seule valeur réelle possible, c'est 1. Mais en fait, 1 n'est pas une racine de ce polynôme. Donc ça veut dire que ce polynôme-là a toutes ses racines, et il y en a 10, racines complexes non réelles. Bon, mais il y a la multiplication de P1, P2. Alors, P de S égale 12, qui vaut 1 onzième. Il y a une seule façon de faire 12, c'est 6 sur chaque dé. Donc c'est P de X égale 6, et Y égale 6, et comme il y a indépendance, ça fait P de X égale 6, P de Y égale 6. Et donc ça veut dire que si je veux avoir 1 onzième comme résultat, ces deux probabilités-là ne sont pas nulles. Et comme elles donnent le coefficient du terme de plus haut degré de P1 et de P2, j'en déduis que ce sont des polynômes de degré 5. Or, les polynômes de degré 5, ils ont au moins une racine réelle.
Et donc, en les multipliant, il va y avoir au moins une racine réelle. Alors que P1, P2 est égal à ça. Donc, il a au moins une racine réelle, alors que l'autre n'en a pas. Et donc, on a appliqué une contradiction, d'où on déduit que, ben non, on ne peut pas piper 2D de façon à ce que la somme soit uniformément répartie. Bienvenue sur les cours de Jean-Phi. Nous parlons maintenant des processus de branchement de Galton-Watson, deux mathématiciens anglais du 19e siècle. Galton est connu pour sa planche où il met en évidence la convergence de la binomiale vers la loi normale, dans certaines conditions bien sûr. Alors là, on va voir ce qui se passe avec un arbre généalogique. Donc on a un homme au départ, donc Z0 égale 1, qui a des fils, Z1 fils. Donc si Z1 est différent de 0, on numérote les fils de 1 à Z1, et l'individu numéro I a XI1 fils. Et donc à la génération 2, on a somme des XI1 pour I égale 1 à Z1, homme. Et de la même façon, à la génération n, il y a Zn homme, et si Zn est différent de 0, les individus sont numérotés de 1 à Zn, et l'individu numéro I a XIN fils, donc à la génération n plus 1, on a cette quantité d'hommes. On pose Z1 égale X1 0, on suppose que les XIN suivent les mêmes lois Px, pas choquant, X étant une variable discrète à valeur dans n, on note Pk, la probabilité d'avoir K fils, G, la fonction génératrice de X, on suppose les XIN mutuellement indépendants, c'est une famille dénombrable, pas choquant non plus que à n'importe quel endroit de l'arbre, si on prend deux personnes, leur nombre, le nombre de fils qu'ils vont avoir sont indépendants l'un de l'autre, quoi. Voilà. Alors par contre, peut-être un peu plus choquant, Zn et Xkn, on les suppose mutuellement indépendants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un père a des fils, là il y a d'autres fils, eh bien en fait on suppose que le nombre de fils là est indépendant, le nombre de fils que chacun va avoir est indépendant du nombre de fils que le père a eu. C'est discutable. Donc on suppose ça en tout cas. Et voilà. Alors dans cet exercice, on ne va pas tellement parler de l'univers, mais c'est quoi l'univers? L'univers, c'est les éléments de l'univers, ce sont des arbres généalogiques. D'accord? Voilà, c'est ça l'univers. Mais en fait, on ne va pas travailler sur l'univers, on va travailler avec des variables aléatoires. Donc, premier cas, K, P0 égale 0, parce que ce qui nous intéresse, c'est la probabilité d'extinction à un moment donné de cet arbre généalogique. P de Z1 égale 0 égale P de X1, 0 égale 0, égale P de X égale 0 égale P de 0 égale 0, donc P de Z1 supérieur à 0 est égal à 1. Et par une récurrence, on va avoir P de Zn supérieur à 0 est égal à 1. En effet, si je suppose P de Zn supérieur à 0 égale à 1, P de Zn plus 1 supérieur à 0, je peux dire que c'est P de Zn plus 1 supérieur à 0, sachant que Zn est supérieur à 0, multiplié par P de Zn supérieur à 0. Mais P de X1n supérieur à 0 est égal à 1, et X1n supérieur à 0 est inclus dans celui-là. Donc probabilité de celui-là va être égale à 1. Et ça, en fait, c'est la probabilité de Zn plus 1 supérieur à 0, sachant que Zn était lui-même supérieur à 0. Donc ça fait 1. Et ça fait 1. D'accord? Donc ça fait P de Zn plus 1 supérieur à 0 est égal à 1. Donc par récurrence, P de Zn est supérieur à 0 égale 1 quel que soit n. Égale 1 quel que soit n. Voilà. Les Zn supérieurs à 0, ils sont décroissants. En effet, ces événements-là, en effet, si Zn plus 1 est supérieur à 0, c'est qu'à la génération d'avant, Zn était supérieur à 0. Donc Zn plus 1 supérieur à 0 est contenu dans Zn supérieur à 0. Donc ils sont décroissants. La probabilité qu'il n'y ait pas extinction, c'est la probabilité que tous les Zn soient positifs. Donc c'est la probabilité de l'intersection des Zn
supérieur à 0, et comme c'est des événements décroissants, c'est la limite de P de Zn positif en plus l'infini. Et comme les P de Zn positifs valent tous 1, cette probabilité est égale à 1, donc il n'y aura pas d'extinction, presque sûrement, ça veut dire presque sûrement, la descendance n'a pas de fin. Kp0 égale 1, à ce moment-là, P de xin est égal à 0 est égal à 1, quel que soit i et n. Donc P de Z1 égale 0 égale P de x1, 0 égale 0 est égal à 1. Donc, presque sûrement, arrêt dès la génération 0. Mais, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que Z1 égale 0 est inclus dans l'extension. Hein, c'est-à-dire, si Z1 égale 0, il y a extension. Hein. Donc, il y a cette inclusion. La probabilité de celui-là, c'est 1. Donc, la probabilité de l'extinction est égale à 1. Donc, il y a extinction presque sûrement dans cet arbre. Je ne sais pas quand, mais presque sûrement, il y a extinction. Et même presque sûrement, cet homme n'aura pas de fils. Désormais, on suppose P0 compris entre 0 et 1 strictement. On s'intéresse à la fonction génératrice de Zn plus 1, qu'on note G de n plus 1, t appartenant à 0, 1. Gn plus 1 de t, c'est espérance de yn, où yn est égal à t de Zn plus 1. Mais Zn plus 1, c'est ça. Donc ça fait produit de 1 à Zn des t à la puissance xin. Et ça, je vais multiplier ça par 1. Ça, c'est le 1, c'est la fonction qui, à tout oméga appartenant à l'univers, associe 1. Et l'univers, n est recouvert par K, hein, et donc l'univers est recouvert par les Zn égale K. Et donc, la somme de ces fonctions, ça fait 1. Et donc, l'espérance de yn, c'est l'espérance de tout ça. D'accord ? Donc, ça va faire la somme, hein, des espérances de ça fois ça. Voilà. Et ça, j'appelle ça U, cette fonction. L'autre, je l'appelle V. Et je remarque qu'elles sont indépendantes. Pourquoi ? Eh bien, parce que les xin et Zn sont indépendants. Et donc, toute fonction des xin et toute fonction de Zn vont donner des variables aléatoires indépendantes. Donc ces deux-là sont indépendants. Donc E de U fois V est égal à E de U fois E de V. Voilà. Et là, je vais même dire que... alors, dans U, là, on a ça. L'espérance de ça. Ben, comme les xin sont indépendants, les txin, c'est des fonctions, donc sont indépendantes, donnent des variables aléatoires indépendantes. Donc l'espérance de ce produit, c'est le produit des espérances. D'accord ? Multiplié par l'espérance d'une fonction 1a, ben, c'est mu de a, donc c'est la probabilité de Zn égale K. D'accord ? Et donc je me retrouve avec ça. Espérance de t à la puissance xin, il suit la loi de x. Donc c'est l'espérance de t puissance x. Et là, je reconnais g de t. Mais c'est un produit où il y a k termes égaux à g de t. Donc c'est g de t à la puissance k fois p de zn à la puissance k, p de zn égale k. Et ça fait gn rond g de t, quel que soit t appartenant à 0, 1. Pourquoi ? Parce que gn de t, par définition, c'est somme de 0 à plus l'infini de t puissance k, p de zn égale k, parce que gn, c'est la fonction génératrice de zn. Donc, ici, je remplace t qui est ici par g de t, et j'ai bien gn en g de t. Quel que soit t, donc ça veut dire que gn plus 1 est toujours égal à gn rond g. Voilà. Et maintenant, on va progresser, à partir de ça, on va progresser sur la fonction g, et voir quand est-ce qu'aura lieu, avec quelle probabilité aura lieu l'extinction de la généalogie. On montre maintenant que Gn est égal à G rond G rond G n fois, par récurrence. G1 égale G de Z1 égale G de X1 0 égale Gx égale G. On suppose le résultat vrai à l'ordre n, et on voit que Gn plus 1, on l'a démontré, est égal à Gn rond G. Donc ça va faire ça rond G, donc ça fait bien la composition n plus une fois. Et donc, grâce au théorème de récurrence, la propriété est démontrée. J'appelle Pn la probabilité de l'extinction à la génération n, c'est-à-dire P de Zn égale 0. Et ça, c'est exactement G de Zn, la fonction génératrice, en 0.
D'autre part, Zn égale 0 implique Zn plus 1 égale 0. Donc P de Zn égale 0 est inférieur ou égal, hein, cet événement est inclus dans celui-là, sa probabilité est plus petite que celle-là, donc Pn est inférieur ou égal à Pn plus 1. Donc la suite Pn de nombres réels entre 0 et 1, puisqu'il s'agit de probabilité décroissante majorée par 1, minorée par 0, donc convergente de limite grand L entre 0 et 1. Pi de n plus 1 égale g de n plus 1 de 0, on vient de le voir avant, et ça c'est g de gn de 0. Donc en fait c'est g de pi n. Donc quand on fait tendre n vers plus infini, comme g est continu et que pi n a pour limite grand L, pi n plus 1 aussi, ça fait L égale g de L. Donc L est un point fixe de g. Alors la fonction g, fonction caractéristique de x, est croissante, g de 1 est égal à 1, donc qui est donc un point fixe de g. Mais g de 0 est égal à t0 et supposé positif. On a supposé que c'était positif. Donc les points fixes de g sont 1 et puis ceux éventuellement qui appartiennent à cet intervalle ouvert, s'il y en a. Donc soit u un point fixe de g, g de u est égal à u appartient à l'intervalle semi-ouvert 0,1. On sait que π1 est égal à p de z1 égale 0, égale p de x1 0 égale 0, égale p de x égale 0 égale p0, égale g de 0. Donc g de 0 comme g est croissante, c'est inférieur ou égal à g de u qui fait u, et donc π1 est inférieur ou égal à u. Alors maintenant, si πn est inférieur ou égal à u, g de πn est inférieur ou égal à g de u, puisque g est croissante, et comme g de u fait u, on obtient que πn plus 1 est inférieur ou égal à u. Donc, une récurrence immédiate donne que πn est toujours inférieur ou égal à u, quel que soit n appartenant à n. Donc, quand on passe à la limite de πn c'est L qui est donc inférieure ou égale à L. La probabilité d'extinction, c'est la probabilité de l'union des Zn égale 0. D'accord? Et on sait que les événements Zn égale 0, c'est une suite croissante d'événements. Donc la probabilité de l'extinction de l'arbre et de la généalogie est égale à la limite de P de Zn égale 0 en plus infini, c'est-à-dire limite des πn en plus infini, et donc ça fait grand L qui est inférieur ou égal à U. D'accord? Bon, mais L est un point fixe de G. On considère l'ensemble des points fixes de G, donc appartenant à 0, 1, donc non vide, parce que 1 appartient à F, majoré par 1, admet une borne supérieure alpha, et on sait que L est inférieur ou égal à U, quel que soit U appartenant à F, donc L est inférieur ou égal à alpha. Mais en plus, L est un point fixe, donc L appartient à F, donc alpha est égal à L. Donc, la probabilité d'extinction, c'est le plus petit, sa valeur, c'est la plus petite valeur des points fixes de G dans 0,1. Voilà. Alors, je remarque, je reviens sur, je l'ai admis tout à l'heure, sur que Zn était indépendant des xkn. Hein. Alors, bon, on peut démontrer que Zn est indépendant des x. On peut démontrer en fait que Zn est dépendant des xkp, quel que soit p supérieur ou égal à n. C'est vrai pour si je prends Z1 égale x1p, bon, bah, x1 0 et les x k1, bah là non, j'ai pris que k1 pour k supérieur ou égal à 0 sont indépendants. Donc cela, et puis même si je prenais n'importe quel cas n après, n supérieur ou égal à 1, eh bien ça resterait indépendant. Donc c'est vrai à l'ordre 1. Supposons que Zn et les xip sont indépendants, quel que soit i appartenant à n, et p supérieur ou égal à n. Voilà, c'est pour ça que je préfère comme ça. Eh bien alors Zn plus 1 qui est égal à une somme de i égale à 1 de Zn, des xin, comme les Zn et les xin sont indépendants des xip, eh bien Zn plus 1, qui est en fait une fonction des xin et de Zn, va être indépendant de tous les xip pour p supérieur ou égal à n plus 1, et ainsi on a démontré
que la propriété était vraie par récurrence, et donc c'est toujours vrai, et donc quel que soit n, Zn et les xkn sont indépendants. La difficulté vient du fait qu'on a Zn sur cette somme. Propriété. Si m désigne l'espérance de x, m inférieur ou égal à 1 implique que p de l'extinction de la généalogie est égal à 1. Probabilité de l'extinction. Si m est supérieur à 1, probabilité de l'extinction appartient à l'intervalle ouvert 0,1 et probabilité de cette extinction est unique, est l'unique point fixe de G sur l'intervalle ouvert 0,1. Démonstration, on sait déjà que G de 1 est égal à 1, puisque c'est la somme des probabilités. Si P0 plus P1 est égal à 1, alors ça veut dire que puisque la somme des PK est égale à 1, tous les PK à partir de K supérieur ou égal à 2 sont nuls. Et donc G de T, c'est P0 plus P1T. Donc c'est une droite en fait. Donc l'équation G de T est égale à T, eh bien ça équivaut à P0 égale P0 plus P1T égale T, donc T facteur de 1 moins P1, c'est-à-dire P0T est égal à P0. Donc T est égal à 1, qui est unique point fixe, et on sait que la probabilité de l'extinction est égale au point fixe, donc à 1. Si P0 plus P1 est inférieur à 1, alors G c'est une fonction génératrice. On sait que c'est convexe, mais là c'est strictement convexe, parce que si on prend G seconde, donc on dérive deux fois la série de G, donc on a des termes comme ça, et forcément à partir de 2, on aura au moins un PK qui sera positif. Alors ils sont tous supérieurs ou égaux à 0, mais on en aura un qui sera positif, donc on aura un terme strictement positif. Donc c'est strictement convexe. Donc ça a au moins deux points fixes, au plus deux points fixes, parce que si ça en avait 3, on sait qu'il y a déjà un. Et bien à ce moment-là, si je pose f égale g de x moins x, f de y1 égale f de y2 égale f de 1 égale 0, j'applique Rolle entre y1 et y2 et entre y2 et y1, donc j'ai C1 puis j'ai C2, tel que f' de C1 égale f' de C2 égale 0. J'applique Rolle entre C1 et C2 et je vais avoir f seconde de C3 égale 0. Ce qui n'est pas possible parce que f seconde est supérieur à 0. Voilà. Donc il y a au plus deux points fixes dans ce cas-là. Si m est supérieur à 1, déjà la dérivée G'0 c'est P1, d'accord, c'est le premier terme de la série entière, c'est le terme constant. G'1, on sait que c'est E de x, donc c'est m, et G' est supérieur ou égal à 0. Donc ça veut dire que pardon, oui, G' est supérieur ou égal à 0. Alors, G' de t moins 1. Dans le tableau, là, je m'intéresse au tableau de variation de f. Donc c'est G' moins 1. Donc en 0, c'est P1 moins 1, puisque G' de 0, c'est P1. Et en 1, c'est M moins 1. M moins 1 est positif, parce que je suis dans le cas M supérieur à 1. P1 moins 1, évidemment, il est négatif. Donc ici, j'ai un nombre négatif, ici, j'ai un nombre positif. La fonction G' moins 1, elle est comme la fonction G' avec croissante, puisque G seconde est supérieur à 0. Donc, c'est forcément négatif, c'est forcément... Il y a un unique... ça change de signe une seule fois. Voilà. D'accord? Là, G de x moins x en 0, ça fait G de 0 moins 0, ça fait G de 0. Alors G de 0, c'est P0, qui est positif. D'accord? En 1, c'est G de 1
moins 1, bah, ça fait 0. D'accord? Et donc, forcément, puisque là c'est croissant, ici il y a un nombre négatif. Hein. Donc c'est décroissant, croissant. De toute façon, c'est décroissant et croissant. Et là, j'ai un nombre négatif. D'accord? Et là, la dérivée va s'annuler une fois. Alors, je passe d'un nombre positif à un nombre négatif. Donc, ça s'annule une fois. Donc, j'ai en fait deux points fixes. J'ai 1, parce que f de 1 est égal à 0. Alors, parce que dire que x est un point fixe, ça équivaut à dire g de x égale x, donc f de x égale 0. Puis là, j'en ai un deuxième. D'accord? Et je sais que de toute façon, il n'y en a pas d'autre. Enfin, il n'y en a pas d'autre dans ce cas-là, en tout cas. Voilà. Et puis, dans l'autre cas, il n'y en a qu'un. Donc, de toute façon, il ne peut pas y en avoir plus de deux. Donc, ça y est, j'ai mes deux points fixes. L'unique point fixe, ben, le plus petit des deux, c'est U. Et je sais que P de l'extinction va être égal au plus petit des points fixes. Donc, va être égal à U qui appartient à 0,1. Voilà. Dans le deuxième cas, si M est inférieur ou égal à 1, même tableau de variation, mais là, je suis négatif, ça reste négatif. P0 positif. Et là, évidemment, je descends à 0. Donc, c'est décroissant. Là, je vois qu'il y a un seul point fixe, c'est 1. Et donc, la probabilité de l'extension est égale à 1. Et j'obtiens donc les résultats escomptés. Deuxième propriété, l'espérance de Zn est égale à m puissance n, par récurrence sur n. Z0 égale 1, donc son espérance est égale à 1, qui est m puissance 0. On suppose le résultat vrai à l'ordre n. Gn plus 1 égale Gn rangé. Donc G'n plus 1 est égal à G' multiplié par G' rangé. Les fonctions génératrices sont dérivables sur 0 ou vers en 1. Donc il n'y a aucun souci de ce côté-là. G'n de 1 va être égal à G' de 1 fois G... Non, G'n plus 1 de 1 va être égal à G' 1 fois G'n en G de 1. G de 1, on sait que ça fait 1. G'n, on sait que ça fait M. Donc ça fait G'1, ça fait M, oui c'est ça. Et G de 1, ça fait 1. Donc ça fait M, G'n de 1. M, G'n de 1. G'n de 1, c'est la dérivée de la fonction, la fonction génératrice de Zn. D'accord? Donc c'est l'espérance de Zn. L'espérance de Zn, j'ai supposé que c'était m puissance n. D'accord? Voilà. Et donc ça va être m multiplié par m puissance n. D'accord? Et ça, c'était donc G'n plus 1 de 1. Mais G'n plus 1 de 1, c'est la dérivée de la fonction génératrice de Zn plus 1. Donc c'est l'espérance de Zn plus 1. Donc l'espérance de Zn plus 1 est égale à m fois m puissance n. Donc m puissance n plus 1. Et bien donc la récurrence est démontrée. Et donc on a bien l'espérance de Zn qui est égale à m puissance n pour tout n appartenant à grand n.